Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, sur le papier, a l'air presque magique. Produire de l'électricité sans rien brûler. C'est vrai que, dit comme ça, c'est le rêve. Fini le charbon, le gaz, le CO2, c'est la solution parfaite. La solution parfaite, oui. Mais en creusant un peu les documents qu'on a sous les yeux, on voit vite que derrière chaque technologie dite propre, il y a une réalité bien plus complexe. Tout à fait. Une histoire de compromis, de rendements qui sont pas toujours à la hauteur et de coûts cachés. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça. Mener l'enquête pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces technologies. Essayer de voir s'il y a une solution miracle ou si, au fond, il n'y en a pas. Alors allons-y. Commençons par le plus simple, le b.a.-ba. Quand on dit énergie sans combustion, je pense que la première image qui vient, c'est... Les barrages. Oui, l'hydroélectricité. C'est l'exemple le plus pur, et physiquement, c'est d'une efficacité redoutable. Le principe est super malin. Exactement. On stocke de l'eau en hauteur dans un lac de barrage. Cette eau, juste parce qu'elle est en altitude, elle possède ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. D'accord. Et quand on la fait descendre dans d'énormes tuyaux, cette énergie potentielle, elle se transforme en vitesse, en énergie cinétique. L'eau arrive à toute allure sur les pales d'une turbine. Et hop, ça la fait tourner, un peu comme un moulin à eau géant. Et cette turbine est reliée à un alternateur, et voilà, on a de l'électricité. C'est ça, c'est simple, direct, purement mécanique. Et les chiffres, ils sont impressionnants. Un des documents rappelle que la Norvège, avec ses montagnes, produit plus de 95% de son électricité comme ça. 95%, c'est colossal. Et en France, on a des exemples aussi. Oui, la centrale de Grand Maison, dans les Alpes, elle peut fournir 1800 mégawatts. C'est l'équivalent de plus d'un réacteur nucléaire, juste avec la force de l'eau. Et dans la même famille mécanique, on a bien sûr les éoliennes. Là, c'est le vent qui fait tourner les pales. Même principe. Et les hydroliennes qui utilisent les courants marins. D'ailleurs, une des sources cite le Danemark, qui couvre plus de 40% de ses besoins avec l'éolien. C'est énorme. C'est énorme, oui. Mais attends, c'est là que ça devient un peu contre-intuitif pour moi. Les documents mettent les barrages et les centrales nucléaires dans la même grande catégorie mécanique. Ah oui. Pour un barrage, je vois bien. L'eau pousse une roue. Mais une centrale nucléaire, pour moi, c'est avant tout de la chaleur. Quel est le lien ? C'est là que tout se joue, en fait. C'est la différence entre une conversion directe et une conversion indirecte. Le point commun que tu cherches, le maillon manquant, c'est la vapeur d'eau. Ah, la bonne vieille machine à vapeur, en quelque sorte. C'est exactement l'idée, mais en version très haute technologie. Que la chaleur vienne de la fission des atomes d'uranium dans le nucléaire, D'accord. ou qu'elle vienne de milliers de miroirs qui concentrent le soleil, pour le solaire thermique, ou même de la chaleur de la Terre, pour la géothermie. Le but final est toujours le même. Faire bouillir de l'eau. Voilà, créer de la vapeur sous très haute pression. Et cette vapeur surpuissante, on la fait passer où à ton avis ? Dans une turbine, pour la faire tourner, et la turbine entraîne l'alternateur. Ah d'accord, je vois. La chaîne est juste un peu plus longue. C'est ça. On ne part pas directement du mouvement, on part de la chaleur pour créer du mouvement. Donc la chaîne, c'est chaleur, puis mouvement, puis électricité. Tu as tout compris. On parle de conversion thermomécanique. La source de chaleur change, mais à la fin de l'histoire, c'est presque toujours cette bonne vieille turbine qui tourne. Presque toujours. Parce qu'il y a l'exception. Les panneaux solaires qu'on voit partout. Eux, ils n'ont aucune pièce en mouvement. Pas de vapeur, rien. Comment ça marche ? Ah, là on change complètement de paradigme. C'est la filière photovoltaïque. Le processus est presque magique. Oui ? Les panneaux sont faits de cellules de silicium, un matériau semi-conducteur. Quand les photons, les particules de lumière du Soleil, frappent ces cellules, ils donnent une sorte de coup de fouet aux électrons du silicium. Ils les mettent en mouvement. Et un mouvement d'électrons, c'est un courant électrique. Exactement. C'est une conversion directe de la lumière à l'électricité. Pas d'étape intermédiaire. C'est très élégant. Mais les documents insistent beaucoup sur un mot qui fâche un peu, qui revient tout le temps, le rendement. Et j'ai l'impression qu'on perd une énergie folle en route. C'est le nerf de la guerre. Le rendement, en gros, c'est le pourcentage d'énergie qu'on récupère à la fin par rapport à tout ce qu'on a mis au début. Et aucun système n'est parfait, il y a toujours des pertes. De la chaleur qui s'échappe, j'imagine. Hein. Principalement, oui. De la chaleur qui ne sert à rien. Et en regardant les chiffres, il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux. L'écart est hallucinant entre les technologies. Oui, c'est très, très révélateur. On a les barrages hydroélectriques, les champions toutes catégories. C'est ça. On est sur un rendement autour de 80%.
C'est-à-dire que 80% de l'énergie de l'eau qui chute est vraiment transformée en électricité. C'est exceptionnel. Mais alors, pour le nucléaire et les centrales thermiques, les sources donnent un chiffre d'environ 33%? Oui, Attends, ça veut dire que pour 3 unités de chaleur créées par la fission, il y en a 2 qui partent en fumée, ou plutôt en vapeur dans les grandes tours de refroidissement. c'est exactement ça. C'est un gaspillage énorme. On chauffe les rivières pour rien, en fait. En grande partie, oui. C'est une limite physique de la conversion de chaleur en travail. C'est le fameux cycle de Carnot. On ne peut pas faire beaucoup mieux avec ces technologies. Les 2 tiers de l'énergie sont perdus sous forme de chaleur. Et pour le photovoltaïque, c'est encore pire, non? C'est différent. Les panneaux courants ont un rendement entre 10 et 20%. Donc, si je comprends bien, sur 100 rayons de soleil qui frappent mon panneau, il n'y en a que, disons, 15 qui deviennent du courant électrique que je peux utiliser. C'est ça. Ça peut paraître faible, mais il faut se rappeler que l'énergie de départ, le soleil, est gratuite et quasi illimitée. C'est vrai. Mais oui, ça signifie qu'il faut de très grandes surfaces pour produire beaucoup d'électricité. Et comme les documents le précisent bien, à chaque étape d'une conversion, les rendements se multiplient, donc les pertes s'accumulent. Ce qui m'amène à un autre problème, encore plus gros peut-être. Le soleil, il ne brille que le jour. Le vent, il souffle quand il veut. L'intermittence. Voilà. Or, nous, on a besoin de courant 24h/24, et surtout le soir quand on rentre chez soi. Comment on fait le pont entre une production qui fait le yo-yo et une consommation bien plus régulière? Tu mets le doigt sur le défi numéro 1 des énergies renouvelables. La réponse, elle tient en un mot, le stockage. C'est la clé de voûte de tout le système. L'idée, c'est de mettre de côté l'électricité quand il y en a trop. Exactement. Quand il y a beaucoup de soleil et de vent à midi et qu'on ne sait pas quoi en faire, on la stocke. Et le soir, quand la demande explose mais que la production est à zéro, on ressort cette énergie et on la réinjecte dans le réseau. Ok, mais stocker de l'électricité, ça reste un peu abstrait. Concrètement, comment on fait? Une des solutions présentées dans les sources a l'air à la fois vieille comme le monde et géniale. Les STEP. Les stations de transfert d'énergie par pompage. On parle de batterie hydraulique et l'image est parfaite. J'adore. C'est simplement un barrage qui peut fonctionner dans les deux sens. La journée, quand il y a trop d'électricité sur le réseau, on l'utilise pour faire tourner des pompes géantes. Et ces pompes font remonter l'eau? Oui, elles font remonter l'eau d'un lac en bas vers un lac en haut. On charge la batterie en stockant l'énergie sous forme de potentiel de gravité. Et le soir, quand on a besoin de jus, on ouvre les vannes, l'eau redescend, passe dans une turbine comme un barrage classique et produit de l'électricité. C'est hyper malin. Très malin. Et le rendement est excellent. Sur un cycle complet, pompage puis turbinage, on récupère 70 à 80% de l'électricité qu'on a utilisée au départ. C'est une technologie mature, robuste. Le rendement a l'air génial, c'est vrai, mais les sources mentionnent aussi qu'il faut une géographie très particulière, non? 2 grands bassins à des altitudes différents. Ça limite beaucoup les endroits où on peut en construire. C'est son principal inconvénient. On ne peut pas en mettre partout. On ne peut pas faire ça dans la Beauce. Non, clairement pas. C'est pour ça qu'on explore d'autres pistes, plus technologiques, comme les batteries ou les supercondensateurs. Et là, les tableaux comparatifs sont très clairs. Ils ne jouent pas du tout dans la même cour. Oui, c'est frappant. Les batteries type lithium-ion, comme dans nos téléphones, elles ont une grande densité énergétique. Ça veut dire qu'elles stockent beaucoup d'énergie pour leur poids. C'est un peu comme un gros réservoir, oui. Un énorme réservoir. Le problème, c'est que remplir ce réservoir prend du temps, plusieurs heures. Et le cycle de charge-décharge, ça l'use. Une batterie a une durée de vie de quelques milliers de cycles. Et les supercondensateurs, c'est... Tout l'inverse. Exactement. Le réservoir est tout petit, il stocke très peu d'énergie. Mais alors à quoi ils servent? Leur force, c'est la puissance. Ils peuvent délivrer toute leur énergie d'un coup, en quelques secondes, et se recharger aussi vite. Et ils sont plus résistants. Beaucoup plus. On peut faire ça plus d'1 million de fois sans qu'ils ne fatiguent. Ils ne sont donc pas faits pour stocker l'énergie d'un après-midi pour la nuit. D'accord. Ils sont là pour jouer le rôle d'amortisseur. S'il y a une rafale de vent soudaine qui crée un pic de production, le supercondensateur l'absorbe en 1 seconde. Si un nuage passe, il comble le trou instantanément. Il lisse le courant à la milliseconde près. Donc en fait, il faut tout. On a les STEP pour le stockage de masse, les batteries pour le décalage de quelques heures, et les supercondensateurs pour la régulation ultra rapide. C'est une palette d'outils. C'est un mix de solutions. Mais tout ça nous amène à un point qui est vraiment martelé dans les documents. On a cette image d'Épinal, de l'énergie verte, propre. Mais les textes nous alertent, attention, même sans fumer, toutes ces technologies ont une face cachée, un impact.
Et c'est un point crucial pour ne pas avoir une vision trop naïve. Aucune solution n'est parfaite, tout est une affaire de compromis. Il faut juste choisir le compromis le plus acceptable. Prenons le nucléaire, l'exemple le plus évident. L'avantage, c'est zéro CO2 et une production énorme et constante. Mais le revers de la médaille, Tout le monde le connaît, c'est la gestion des déchets radioactifs. Certains restent dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. C'est un héritage incroyablement lourd qu'on laisse aux générations futures, sans parler du risque d'accident, qui, même s'il est faible, a des conséquences potentiellement catastrophiques. et même l'hydroélectricité qui semblait si parfaite avec son super rendement. Son impact est très direct, très visible. Pour construire un grand barrage, on noie des vallées entières. Ça veut dire détruire des terres agricoles, des forêts, des villages, déplacer des milliers de personnes. Et bouleverser complètement les écosystèmes des rivières. Complètement. On bloque la circulation des sédiments, des poissons. Ce n'est pas anodin. Pour l'éolien, on pense tout de suite à la pollution visuelle et au bruit. Mais les sources soulignent aussi un impact sur la faune. Oui, notamment les oiseaux et les chauves-souris qui peuvent être tués par les pales. Et enfin, pour le solaire et les batteries qui sont souvent vues comme le futur radio. Le problème se situe en amont. D'abord, il faut des surfaces immenses pour les grandes fermes solaires, ce qui peut entrer en conflit avec l'agriculture. Mais le vrai nœud du problème, c'est... Les fameux métaux rares. Voilà. Pour faire des panneaux, il faut du silicium ultra pur. Pour les batteries, il faut du lithium, du cobalt, du nickel. L'extraction de ces minerais est tout sauf propre. Elle pollue, elle consomme beaucoup d'eau. Énormément d'énergie et d'eau, elle utilise des produits chimiques et elle pose de vraies questions sur les conditions de travail dans les mines et sur l'épuisement de ces ressources qui ne sont pas illimitées. Donc, si on fait le bilan de cette plongée, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. On a tout un arsenal de technologies, chacune avec sa logique, ses forces, ses faiblesses. Au final, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. La transition énergétique, c'est un puzzle d'une complexité folle. Où chaque pièce a sa place. Oui, on aura sans doute besoin d'un peu de tout. De l'hydro pour la base, de l'éolien et du solaire pour la masse, du nucléaire dans certains pays pour la stabilité. Mais ce que les sources montrent, c'est que le succès de ce puzzle dépend de deux défis technologiques majeurs. Le stockage, on l'a bien vu, pour gérer l'intermittence. Et la création de réseaux électriques intelligents, les fameux smart grids. Des réseaux qui gèrent les flux en temps réel. Exactement. Des réseaux capables de gérer des flux qui viennent de partout, de la grande centrale au petit panneau sur un toit, et d'ajuster la consommation à la production, et plus seulement l'inverse. C'est un changement de paradigme. C'est vrai. Et pour conclure, je voudrais laisser une question en suspens, une idée qui transparaît vraiment dans les textes. On a beaucoup parlé de cette nouvelle dépendance aux métaux, aux minerais. Oui. Ça nous amène à une interrogation plus fondamentale. Si la transition énergétique, c'est remplacer notre dépendance historique aux énergies fossiles, Le pétrole, le charbon. par une nouvelle dépendance, cette fois à des ressources minérales qui sont limitées, concentrées dans quelques pays, et dont l'extraction a un coût environnemental et social bien réel. Comment on s'assure que la solution qu'on est en train de construire ne sème pas les graines d'un problème tout aussi grave pour l'avenir ?